Alors donc, la Grande Paix, je dirais, c'est le résultat d'une grande aventure humaine. Ce n'est pas simplement un fait historique avec quelques protagonistes. C'est un long parcours semé d'embûches, semé de revers, semé d'espoir, semé de revirements. Euh, le contexte, c'est un contexte géopolitique qui est global. En Amérique du Nord, il y a depuis fort longtemps des populations autochtones qui occupent le territoire, qui sont regroupées en clans, en familles, en nations. Entre elles, elles tissent des liens d'alliance, mais aussi elles nourrissent des conflits. Souvent, les conflits sont de nature, hein, c'est toujours, chez l'humain, c'est toujours pareil, le territoire, les richesses naturelles, le pouvoir. On dirait que, je ne vais pas me tromper trop, mais il y a comme au 17e, 18e, 16e, 17e, 18e siècle, deux grandes familles autochtones qui vont se confronter, c'est-à-dire les nations regroupées autour des Hurons-Wendat et les nations regroupées autour des Iroquois, entre autres les 5 nations qui vont se former. Et quand les Européens arrivent, entre autres les Français, les Anglais, les Hollandais, eux vont venir donc mettre une couche supplémentaire sur cette géopolitique-là, transportant ici leur propre conflit. Alors donc, on sait que les Français et les Anglais se tapent dessus en Europe régulièrement et ils vont nouer ici des alliances qui vont déterminer les enjeux belliqueux pour à peu près un siècle. On sait que les Français, avec Champlain, vont nouer une alliance avec les Hurons, Wendat, et les Anglais, les Iroquois, vont se retourner du côté des Anglais pour nouer des alliances. Et tout ce beau monde-là va se taper dessus pendant un siècle de temps. Ce n'est pas toujours des guerres ouvertes, hein? C'est des conflits larvés, c'est des attaques sporadiques, c'est des revanches. Et pendant un siècle de temps, donc, on va être dans un climat de guerre, d'attaques sournoises ou planifiées, des attaques faites par les Français. Il ne faut pas imaginer juste les Iroquois qui nous attaquent, hein. Il faut savoir que les Français ont leur part d'attaques tout aussi dramatiques que celles qu'on a connues avec les attaques iroquoises. Donc, on a ce contexte de guerre. Puis il y a un autre contexte non négligeable qui est celui des virus et des bactéries. Sur le plan démographique, si on conjugue les guerres qui tuent les humains et les virus et les bactéries qui se propagent et tuent des humains, on va se retrouver à un moment donné dans une forme de réajustement démographique où les populations autochtones, qui étaient très nombreuses, vont s'amenuiser au fur et à mesure de ces guerres et de ces maladies-là. Et on va se retrouver donc dans une situation où, entre autres, les nations iroquoises vont être en perte de... Elles qui étaient très puissantes, vont être en perte démographique et vont commencer à se dire on ne peut plus soutenir les guerres. On ne peut plus soutenir cette situation de conflit. En même temps, les Français ont des velléités d'expansion territoriale. Ils ont besoin d'alliés amérindiens pour pouvoir continuer leur expansion territoriale. Et aussi, eux sont en situation de guerre et en perte humaine. Donc, vers 1690, Frontenac va commencer à entreprendre un long processus de négociation. Quand je dis long, il faut imaginer que l'homme est âgé, part en canot avec ses hommes et se rend dans les nations autochtones pour commencer des pourparlers. Puis, évidemment, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de suspicions. Les Amérindiens et les Autochtones entre eux ont leur propre alliance, protègent leurs propres intérêts, qui ne sont pas toujours ceux des Français. Mais en même temps, il y a les Anglais avec lesquels il y a des difficultés. Et donc, sans relâche, Frontenac va entretenir des relations de négociation, va recevoir des ambassadeurs autochtones, va aller dans les nations autochtones. Et je pense, et je ne vais pas me tromper, Frontenac meurt vers en 1695 ou 98, je me souviens plus tellement, là. Et le relais va être fait par Louis-Hector de Calière. Et on va se retrouver
en 1799 où des ambassadeurs autochtones iroquois vont dire ben, il faut sérieusement commencer à négocier une forme de paix, une forme d'apaisement dans l'intérêt de tout le monde. Et en 1700, il va y avoir une paix préliminaire qui va être convenue entre les nations autochtones alliées des Français et des nations iroquoises. Et on va se donner un rendez-vous à Montréal en 1701. Alors là, il faut se mettre en contexte. Le contexte est assez particulier. Ça me tente presque de vous lire un petit extrait, si vous me permettez. Certainement. Ça se passe, vous pourrez le couper, mais ça va vous donner quand même un peu l'ambiance. Quand on dit que c'est une aventure humaine, vous savez ce que veut dire le mot pandémie. Oui. Vous savez ce que veut dire contagion. Vous savez ce que veut dire décès. Au moment où les gens se préparent, les Amérindiens, puis c'est plusieurs nations, une trentaine de nations, là, se préparent à venir à Montréal pour signer ce traité de paix en 1701, ben, il y a une grande épidémie de grippe qui sévit, on dit à Montréal, mais en fait, c'est pas mal dans le nord-est américain. Et essayez d'imaginer des nations, des chefs, dire aux gens qui les entourent, hommes et femmes, ben là, on va partir à pied et en canot sur des centaines et des centaines de kilomètres, puis on va monter à Montréal où on entend dire que les gens meurent. Donc, il faut du courage, hein. Il faut vraiment être déterminé. Et ce que je vais vous lire est quand même assez touchant. Alors, si vous me permettez, vous le couperez. Mais. Hein? Alors, c'est le chef des Tsonon-Tuan qui s'appelle T.K. Noët. Et alors, il dit ceci. Nous avons trouvé beaucoup de nos frères morts le long de la rivière. Cela a perturbé notre esprit. Le bruit courait que la maladie était grande à Montréal. Tous ces cadavres rongés par les oiseaux que nous apercevions à chaque instant sur notre route en étaient une preuve assez convaincante. Plusieurs parmi nous voulaient rebrousser chemin, mais nous avons tenu bon et avons poursuivi notre route. Nous nous sommes fait un pont de tous ces corps, sur lequel nous avons marché d'un pas ferme et assuré. Wow. Si tu portes un regard attentif à tes enfants, et là on parle de Louis-Hector de Calière, tu verras que certains sont malades. Et donc, en effet, les gens... l'image, oui, les routes jonchées de corps. Oui, et donc les gens arrivent et voient mourir en cours de route leurs collègues, tellement que c'est pour ça qu'on dit que le traité de paix est signé par 39 représentants des nations autochtones, parce qu'il y a des chefs qui sont morts en cours de route et ont délégué leur mandat de paix à d'autres personnes, parfois de d'autres nations, de d'autres tribus. Donc, on se retrouve à Montréal et là encore, là, imaginez le contexte. Il y a à peu près, dans ce qu'on appelle le Montréal de l'époque, et c'est intramuros et extramuros, 1300 personnes. Mm-hmm. Arrivent, à partir du 22 juillet 1701, progressivement, 1300 personnes. On double la population montréalaise en l'espace de quelques jours, et là, ça parle toutes les langues. Toutes les langues autochtones se parlent, et il faut imaginer une ville très bigarrée où on a ces nations autochtones qui sont aux alentours de Montréal. Donc, là où vous vous trouvez, il se peut qu'il y ait eu des campements. On ne peut pas l'attester, mais on dit que les campements s'étalaient jusqu'à la ferme des messieurs de Saint-Sulpice, et ça, c'est Pointe-Saint-Charles. Donc, il y en a autour de Ville-Marie, du Montréal emmuré de l'époque, mais 1300 personnes, il faut les loger quelque part. Là. Et donc, il y a des Amérindiens autour de Montréal, dans Montréal, partout. Et c'est très bigarré. Et il y a cette contagion, en plus. Alors, c'est tout un climat. Et à ça s'ajoute que les nations qui viennent, ben, des fois, ils se regardent de travers un peu. Hein? Donc, jusqu'à la dernière minute, il y a des revirements, des revirements, des revirements. Je vous dirais qu'à fin juillet, on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir signer la paix.
On n'est vraiment pas sûr. Et là, il y a un chef qui est un grand guerrier, il faut savoir. Là, c'est un homme qui a mené des guerres, qui a gagné des guerres, qui a tué des Français, mais qui est un grand diplomate et un sage parmi les sages, qui s'appelle Kondiaronk. Et Kondiaronk est un homme âgé. Kondiaronk est un homme fiévreux, malade, atteint par le virus. Et il va se lever. Il va entreprendre, et ça va être une longue harangue, remplie de paroles d'espoir, de sagesse. Et il va finir par convaincre les gens, donc les populations, les nations autochtones qui sont présentes, qu'il faut faire la paix. Ça, il fait son grand discours. Le 1, très malade, fiévreux. Le 2, il meurt. Ah oui, OK. Oui, il meurt. Et donc, Louis-Hector de Calière, qui se trouve à être l'hôte de toutes ces nations, qui est le gouverneur, va rendre un grand hommage à Kondiaronk. Il faut savoir que Kondiaronk, c'est un Huron-Wendat et il est catholique, il est baptisé. Et donc, Calière va faire une immense cérémonie funèbre dans la ville de Montréal avec procession, messe dans l'église Notre-Dame, qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Attention, c'est celle qui occupait où se trouve aujourd'hui la place d'Armes, là, un peu le centre de la rue Notre-Dame actuelle, à Kondiaronk. Et donc, on fait ça le 2. On reprend les pourparlers. Et le 3, on arrive à une entente. Et le 4, le traité de paix va être signé. Et donc, ça va mettre fin à un siècle de guerre, je dirais de conflits guerriers entre les nations amérindiennes et les Français. Maintenant, il y a les 5 nations iroquoises. Des 5 nations, 4 sont venues. Une arrivera beaucoup plus tard. Il y a tout un problème de ce qu'on appelle les captifs, c'est que les Iroquois, et c'était chez les Amérindiens une façon de faire la guerre, on capturait des gens. L'idée des captures, ce n'est pas toujours pour les massacrer. Là. L'idée est bien plus terre à terre que ça. Et c'est souvent les femmes amérindiennes qui vont demander des captures. C'est-à-dire qu'on veut remplacer les gens qui sont morts. On a besoin de bras pour faire vivre la tribu, son clan. On a besoin d'hommes pour travailler. On a besoin d'hommes pour faire la guerre. Il faut remplacer. Donc, on a besoin de captifs. Les Iroquois ne sont pas pressés de rendre leurs captifs parce qu'ils ont besoin de ces gens-là. Donc, ça va faire en sorte que, il va y avoir beaucoup de discussions autour du retour des captifs parce que les Iroquois ne veulent pas les rendre. Mais on va finir par avoir une paix. Et là, je fais attention en disant, c'est une grande paix. C'est une première grande paix qui unit autant de nations. On l'a dit, générale et durable, ce qui n'empêchera pas d'avoir des conflits et des guerres. Ce que les Amérindiens vont demander aux Français, c'est que le gouverneur se positionne comme arbitre quand il y a des conflits entre nations amérindiennes. Et en retour de quoi, le gouverneur va demander, entre autres aux Iroquois, de demeurer neutre dans les conflits entre la France et l'Angleterre. Cette paix-là, ce qu'elle a aussi de particulier, c'est qu'elle va ouvrir le territoire de l'Ouest américain aux Français. Et une ville va naître de ce traité de paix, une ville qui est fille de Montréal, c'est Détroit. Et donc, les Français vont pouvoir continuer leur expansion territoriale, vont être sûrs que les Iroquois vont rester neutres et les nations amérindiennes vont savoir qu'il y a un arbitre quand ils ont des problèmes. Donc ça, c'est quand même un pas important dans l'histoire du Nord-Est américain, avec des joueurs et des acteurs extrêmement importants, dont les Amérindiens. Ce qu'il y a de particulier, c'est, je dirais, les Français, par rapport aux Anglais qui ont été moins finement diplomates, disons-le, là. Les Français ont intégré dans leur diplomatie le processus de négociation des Autochtones. Et donc, Calière et les gens qui sont autour de lui vont comprendre que si on veut avancer, il faut respecter l'autre dans ce qu'il est, dans sa culture et dans ses traditions, et non pas imposer à l'autre sa façon de faire. Et ça, je pense que c'est un élément important dans la dynamique qui va s'établir entre les nations signataires
et les Français. Il faut dire que Calière a été absolument ébahi par la grandeur de cet homme, par la ronde qu'il a fait, par la noblesse de cet homme. C'est une chose qui a profondément marqué les esprits, non, pas seulement des Autochtones, des nations qui étaient présentes, mais aussi des Français. Ils ont vu qu'ils avaient devant eux. Mais Calière le savait depuis longtemps que Condiaron était un grand négociateur et un grand orateur. D'ailleurs, il faut aussi rendre justice, il n'était pas le seul à haranguer. Il y a eu plusieurs grands chefs qui sont levés pour prendre la parole. Plusieurs grands chefs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une grande aventure humaine. Ça a passé par des humains, cette paix-là. Ce n'est pas juste un fait historique, une date placée au calendrier. Parce que c'est en 1690 que Frontenac commence à initier le long processus qui va mener à la paix de 1701. 300 ans plus tard, en 1990, ben, il y a un organisme autochtone qui se met en place, qui est un organisme culturel qui est Terre en Vue, qui naît. Et Terre en Vue naît avec différents objectifs, entre autres faire le festival Présence autochtone, mais commémorer la Grande Paix de Montréal. C'est dans l'ADN de naissance de Terre en Vue. En même temps, en 1990, moi, je suis chargée de projet pour la réalisation de Pointe-à-Calière. J'ai sous ma responsabilité les comités scientifiques, archéologiques et historiques, toutes les firmes de muséographie, et je suis l'interface avec le volet contenant, c'est-à-dire ingénierie et architecture. Donc, et Pointe-à-Calière, les fouilles archéologiques le démontrent, l'histoire le démontre aussi, mais les fouilles archéologiques le démontrent avec éloquence. C'est un lieu qui a une charge historique millénaire, bien antérieure à l'arrivée des Européens, bien antérieure à l'intention même de fonder Montréal. Et donc, dès le point de départ, dans notre ADN, à Pointe-à-Calière, est inscrite la présence autochtone. Si je remets dans le contexte de l'époque, c'était le 350e, on préparait le 350e de Montréal. Et il y a des gens qui disaient, ben, c'est le 350e de Montréal, on va parler de la Nouvelle-France. Nous, on a pris le parti que non, Pointe-à-Calière est un lieu avec plusieurs strates d'occupation humaine. Et il y a des Amérindiens, il y a des Français, il y a des Britanniques, puis il y a ceux qui décident de venir s'établir ici. Et donc, on a décidé de tenir compte de l'ensemble des strates d'occupation, ce qui voulait dire donc une présence autochtone. Alors, dès le point de départ, quand on a conçu le musée, on savait qu'on aménageait la place Royale, on réaménageait la place Royale, et on a voulu inscrire dans l'espace urbain, c'est un geste artistique quelque part, là, on a voulu, et mémoriel, on a voulu inscrire dans l'espace urbain la présence de ces populations-là. Donc, on a cherché les traces écrites parce qu'on voulait mettre une petite phrase. Donc, pour les Français, on a trouvé quelque chose, les Britanniques, on a trouvé quelque chose. Mais pour les Amérindiens, ce qu'on a trouvé de plus beau, c'était la signature de la Grande Paix. Donc, les signatures totémiques. Et donc, on les a placées en début, il y a 4 plaques. La première plaque, c'est les signatures totémiques. Alors, Terre en Vue, en 1995, tient son festival Présence autochtone et, sachant qu'on avait rendu hommage au traité de la Grande Paix, qui est dans son ADN, sont venus à Pointe-à-Calière et ont fait une cérémonie de la place Royale. Et ils nous ont laissé une grande banderole écrite en autochtone qui était un message de paix. Alors moi, j'étais responsable du contenu du musée à l'époque. J'étais directrice des expositions, de la recherche et de la conservation et de la diffusion scientifique, un court mandat. Alors, j'étais très émue par ça. Et je savais, parce que c'est dans les années 90 qu'on a commencé à se réintéresser à cette histoire-là, qui avait été complètement occultée des livres d'histoire. Et des gens comme Eugène Lavard, Denis Delage, Alain Beaulieu, qui vont plus tard publier, s'intéressent au sujet, Jacques Mathieu,
Et donc, il y a une renaissance de l'intérêt. Et moi, je fais partie de toutes ces lectures qui sont à jour, là. Et donc, c'est comme ça que La Grande Paix, bien, j'en suis devenue très familière parce que c'était dans mon quotidien de lire ce qui sortait à la fine pointe de l'information concernant cet événement-là. Et donc, à la suite de ça, à Pointe-à-Calière, on se dit, bon, on regarde toujours, il faut voir loin devant, là. On fait des plans d'action à long terme. Alors, on s'est dit, bon, ben, en 2001, ça va être le 300e anniversaire de la Grande Paix. Donc, de notre côté, on y pense, Terre en Vue y pense. Et en 1997, je suis chargée de projet pour une exposition qui porte sur les pins de Montréal. Et les pins de Montréal, c'est une exposition qui raconte Montréal au travers toutes les communautés culturelles qui ont un point en commun. On mange du pain, on fait du pain et le pain est inscrit dans la culture. Et à l'occasion de ça, je recontacte Terre en Vue pour leur dire, ben, on va parler du pain autochtone aussi dans l'exposition. Et là, donc, les esprits se rencontrent. Je ne dirais pas les grands esprits, mais les esprits se rencontrent et on décide ensemble qu'on va faire quelque chose pour la Grande Paix de Montréal. Pourquoi Pointe-à-Calière, en particulier la Grande Paix? C'est qu'on est in situ. Absolument. Si on se nomme Pointe-à-Calière, c'est en hommage et en souvenir de Louis-Hector de Calière parce qu'il avait sa résidence sur la pointe, qui a fini par prendre son nom. C'est lui qui a scellé le traité de paix et c'est autour de son terrain et c'est sur son terrain que se négocient les grands pans de la paix. Donc, nous, on est très in situ et Terre en Vue a ça dans son objectif de naissance, de commémorer la Grande Paix. Et donc, en 1999, on va créer la Corporation des fêtes du tricentenaire de la Grande Paix de Montréal. Et là, on va développer une programmation, mais on ne le fait pas en vase clos. Dès le point de départ, on va former des comités avec les communautés, avec les organismes culturels autochtones, les organismes de femmes autochtones. Et on va développer un large partenariat autochtone, francophone, nord-américain. Et on va pendant un an et demi, mettre en place notre programmation qui va donner 150 jours d'activités pendant 150 activités pendant 150 jours avec une soixantaine de partenaires, dont plusieurs communautés, de nombreuses communautés autochtones. Et tout ça va aboutir avec l'apothéose qui se fait le 3, 4 et 5 août 2001 avec une cérémonie spirituelle à la basilique Notre-Dame en souvenir de Condiaronc, avec évidemment la grande cérémonie qui commémore la signature. Donc, on fait un grand rassemblement, on fait venir des rabascas avec des Autochtones qui arrivent comme les Autochtones arrivaient à l'époque de 1700. Ça fait une grande fête et un grand succès. Il nous a valu un prix d'ailleurs important, le prix Jacques Couture, en reconnaissance de ce travail qu'on a fait dans le but. L'objectif n'était pas simplement de fêter. Le but essentiel, c'était de permettre le rapprochement. Le rapprochement entre les Québécois de toutes souches et les communautés autochtones. Apprendre à se connaître, apprendre à se respecter. Et ça a été merveilleux. Et un des gestes que je trouve fantastique qu'on a réussi, qui a été extrêmement périlleux, mais qui a été un beau succès, c'est qu'on a jumelé des écoles autochtones à des écoles montréalaises. Et là, pendant donc plus d'un an, ces enfants-là ont été en contact. Les Zoom n'existent pas à l'époque. Hein. C'est le fax, c'est le téléphone, c'est le courrier. Et les enfants ont développé des activités ensemble sur base d'un guide pédagogique qu'on avait élaboré. Et le 21 juin, le jour national de la fête des Autochtones, on a reçu à peu près 1200 personnes de tout le Québec. Imaginez les enfants qui viennent du grand nord du Québec, là, des cris. Et on a reçu ces enfants-là à Montréal. Et ils ont rencontré leurs collègues, ils ont été dans les classes montréalaises, rencontré ceux avec qui ils étaient jumelés. Et tout le monde s'est retrouvé dans une grande cérémonie de la paix portée par les enfants à Pointe-à-Calière. Et ça a été aussi assez fantastique de voir des enfants montréalais qui n'ont jamais vu un Amérindien de leur vie et des Autochtones
qui était tout étonné de voir, puis ça, c'est une petite anecdote, vous pouvez la couper, mais à un moment donné, bon, j'étais sur le parvis du musée, puis il y avait un petit garçon puis une petite fille, un petit garçon autochtone, une petite fille pas autochtone. Puis le petit gars dit à la petite fille, c'est drôle, hein? Pourquoi tu dis que tu es indienne? C'est moi l'Indien. La petite fille, non, 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 c'est moi je suis indienne. Toi, tu n'es pas indien. Et donc, lui, c'est un autochtone, mais elle est une indienne des Indes. Et là, c'était le choc. Ça a été un choc pour ces enfants-là, mais en même temps, ça a été une révélation. Et je pense que ça participe à l'ouverture des esprits, que de permettre à des jeunes de se rencontrer. Et la Grande Paix, la commémoration, c'était ça notre objectif, faire en sorte qu'on apprenne à connaître l'événement, mais qu'on apprenne surtout à se rencontrer, à se respecter et à pouvoir établir des dialogues. Bon, c'est un peu angélique parce qu'on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais c'est un jalon qu'il fallait poser, on l'a posé. La corporation s'est attelée très rapidement à la recherche de financement. Et le financement principal est venu du gouvernement du Québec. Okay. Je vous dirais que Bernard Landry croyait à cet événement-là. Et ça aide beaucoup. C'est quand on a des porteurs majeurs. Donc, la collaboration principale est venue du gouvernement du Québec avec un appui très senti de la Ville de Montréal et un appui du gouvernement du Canada. Mais je vous dirais que, vous savez, pas longtemps après cette activité, notre Grande Paix, Bernard Landry a signé la Paix des Braves avec le grand chef Crime. Donc, Bernard Landry croyait très fortement et profondément à l'importance de la rencontre entre nos nations et de se reconnaître en tant que nation. Ça, c'est un élément aussi qui était important dans la Grande Paix. C'est que la France a reconnu, quand elle signait le traité, qu'elle avait affaire à des nations. Elle n'avait pas affaire à des groupuscules belliqueux. Elle avait affaire à des nations et les reconnaissait en tant que nation. Et ça faisait partie du processus. Donc, le gouvernement du Québec a été très, très sensible à cette commémoration-là et donc a été un pourvoyeur de fonds important.